Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 2 juin, il est 10h02. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous retrouver en ce premier jour de seconde phase de déconfinement. On a bien fait les choses. C'est super, le virus semble vouloir se calmer, j'espère disparaître, et puis nous allons pouvoir retourner au bar et au resto. Donc tout va bien, il fait chaud, il fait beau, les marchés se portent super bien, nos investissements en particulier sur le marché des actions indicielles, etc., se porte aussi très très bien. Tout va donc très bien et j'espère que c'est le cas pour vous tous aussi. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez mon écran et que vous m'entendez? Ok, super. Alors j'ai rigolé parce que lors de la dernière revue de marché, mais c'est pas la première fois, on m'a dit que j'avais la même voix que les frères Bogdanov. Donc écoutez, je suis peut-être un Bogdanov caché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas un extraterrestre. Donc, nous avons ici sous les yeux, puisque nous allons faire maintenant la revue de marché Forex, indices et crypto-monnaies, quand il y a lieu de parler des crypto-monnaies, c'est pas toujours le cas. Vous avez sous les yeux mon blog, avec ici un des articles que j'ai écrit qui se trouve désormais sur la page 2 du blog. Vous allez en bas sur la page 2, dans la partie blog qui se trouve tout à fait ici en haut. Trading des indices DAX, SP500, CAC, DO, et vous verrez une série d'articles que j'ai rédigé depuis le 26 mars dernier, quand les indices étaient déjà très bas et que je vous expliquais comment il était possible de trader entre les niveaux de Fibonacci, que c'était la meilleure technique en cas de crack boursier. C'est d'ailleurs souvent une des meilleures techniques associées à l'Ishimoku et au chandelier japonais en général. Et dernièrement, j'évoquais le niveau des 50% qui était un niveau crucial sur lequel apparaissaient des marteaux, des dojis de retournement sur niveau de retournement, sur niveau de repli de 50%. Vous le savez très bien, qui avait suscité un débat sur Twitter. Est-ce que c'est des marteaux, est-ce que c'est des pendus en haut, en creux, sur sommet de marché, ou au contraire des marteaux de retournement? Il se trouve que c'était bien des marteaux de retournement et que passé le range entre les 50% et les 62% de retracement, une fois cassé ce niveau de 62% à la hausse, la probabilité, puisqu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à être comme ça, c'est là où je reviens sur le fait que je ne suis pas un extraterrestre, mais juste quelqu'un qui sait utiliser l'analyse technique, notamment les retracements, etc., avec une logique de probabilité et aucune certitude, bien entendu. Ce qui fonctionnait depuis des semaines, des mois, il n'y avait pas de raison que ça ne continue pas, et qu'on n'atteigne pas le niveau des 76%. C'est ce que nous allons aller voir tout de suite. Donc, je vous invite à lire cette série d'articles que je vais remettre à jour dès qu'on atteindra le niveau des 76%. Ça ne devrait tarder. En attendant, n'oubliez pas de bien lire ici l'avertissement sur les risques. Et je profite pour indiquer aux personnes qui arrivent ici pour la première fois, que je salue et à qui je souhaite la bienvenue, que ces revues de marché n'ont pas pour objectif de délivrer des signaux ou des conseils en investissement, pas plus que de vous apprendre à utiliser l'Ishimoku Kinkoyo. Ce n'est pas une formation, mais qui vous montre comment est-ce que moi-même, pour mes propres plans de trading et mes analyses, j'utilise l'Ishimoku Kinkoyo. Je vais commencer par répondre à vos questions. Vous m'avez envoyé pas mal de questions, donc ça tombe bien, on va pouvoir faire un tour rapide. La semaine dernière, mardi dernier, dans mes deux revues de marché, qu'elles soient Forex devise, enfin Forex indice, crypto-monnaie, et ensuite en 11h30 actions, on a fait une revue de marché spéciale swing trading pour les personnes qui n'ont pas accès à leur graphique parce qu'elles travaillent ou elles ont d'autres occupations en dehors d'un horaire matinal ou tard le soir en rentrant du boulot, voire quand les enfants sont couchés. Aujourd'hui, je vous propose un autre type d'analyse que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Donc, du coup, les personnes qui débutent vont devoir m'en excuser. Ça va pas être forcément facile à comprendre. Je vais essayer d'aller très très vite dans mes analyses, balayer à toute vitesse les actifs et vous montrer pourquoi on dit que la définition de l'Ishimoku Kinkoyo, c'est voir l'équilibre d'un graphique en un clin d'œil. Vous allez voir comment en un clin d'œil, je suis capable de voir s'il y a une opportunité de trading, swing ou intraday, en 2 temps 3 mouvements. Donc, je vais aller très vite. Et donc, comme je vais aller très vite, je vais faire comme si j'étais tout seul. Je vais analyser à voix haute comme si j'étais tout seul. Et vous allez voir que ça va vite. Bien sûr, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser l'Ishimoku Kinkoyo, ça va vous faire peut-être un petit peu bizarre. Et puis ensuite, je vais bien évidemment répondre à toutes vos questions.
Alors, vos premières questions. Bonjour tout le monde. Alors, vous avez, pour les personnes qui arrivent pour la première fois avant de démarrer, une icône quelque part sur le petit carré du logiciel GoToWebinar où il y a écrit questions. Il faut cliquer dessus et c'est là où vous pouvez poser vos questions et faire vos commentaires. Bonjour Marc, Marcel, Christian, Ali, Reza, Pascal, Rémi, Meriem, Sylvain, Jacques. Je dis bonjour à tout le monde. Salut Don Tony. Bonjour aux copains. Pour les restos en Belgique, ce sera pour demain. Ah mince Marcel, patience, patience, ça va arriver. Salut Nadège, tout fonctionne. Sylvain. Pas la même tête non plus que les frères Bogdanov. C'est sympa Marc, ça c'est pas mal. Je préfère avoir la voix que la tête à l'arrivée. Bonjour Roland, pourrait-on, si tu peux, aborder Euro NZD? Alors, n'oubliez pas, quand je vous envoie je peux de moins en moins le faire. Quand je vous envoie les liens via l'internet, c'est-à-dire la revue de la newsletter ou sur les réseaux Twitter, etc. Je vous demande de m'envoyer vos demandes d'analyse la veille avant 16 heures, parce que sinon j'ai pas le temps de tout analyser. Vous êtes de plus en plus nombreux, je m'en réjouis, je vous en remercie. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire Euro NZD. Si tu me l'as demandé la veille par mail, je pourrais le faire, sinon ça va être compliqué. Bonjour Salem, j'espère que ça va. Une petite analyse sur AUDCAD, donc pareil, hein, même réponse. Bonjour Daniel, Francis, et puis je dis bonjour à tout le monde globalement parce que vous êtes très nombreux. Super Patrick, merci de faire des webinaires à thème, c'est une bonne initiative. Salut Steve, merci, c'est parti, on démarre. Tout le monde a lu l'avertissement sur les risques. On passe au marché. Ça tombe bien, je suis sur AUD4, donc je vais essayer d'y penser. Donc, je vais aller regarder les questions que vous m'avez posées par mail, la veille donc, si ça veut bien se mettre en place. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec mon deuxième écran. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer, puisqu'on m'a demandé le CAC 40. On va commencer par les indices et je vais aller très très vite puisque finalement, c'est raconter toujours la même histoire depuis le 26 mars, comme je vous le disais récemment. Donc là, nous sommes sur le SP500. Vous savez que c'est en tout cas ce que je pratique moi. Je ne peux pas aller faire une analyse du DAX, que ce soit pour de l'intraday, du court terme ou du swing trading, ou même de l'investissement de long terme, sans d'abord aller regarder le SP500. C'est absolument pas possible pour moi, et ça, vous le savez tous si vous me suivez. Et si vous ne me suivez pas et que vous arrivez pour la première fois, vous regardez mes anciennes vidéos sur la chaîne YouTube et vous comprendrez pourquoi. Donc, nous avons bien franchi tous les niveaux de retracement de Fibonacci depuis la baisse, hein, le top ici depuis le crack jusqu'en bas, les uns après les autres. On a bataillé longtemps, 1, 2, 3, 4, 5 semaines, comme c'était prévu et comme c'est toujours le cas, puisque c'est des niveaux majeurs, entre le niveau de 50% et le niveau de 61,8%. Je vous ai raconté les semaines précédentes qu'en analyse technique, la théorie, je dis bien la théorie, parce qu'en analyse technique, entre la théorie et la pratique, parfois ça fait deux. Théoriquement, il se dit que lorsque les marchés retracent au-delà du niveau de 62%, en général, c'est pour reprendre le sens de l'ancienne tendance. Donc la tendance, elle est parfaitement et clairement et indiscutablement haussière. C'est ce que nous allons aller regarder sur un graphique mensuel. Donc théoriquement, la reprise et la cassure des 62% devraient reconduire à minima au 100% pour ensuite reprendre une tendance haussière. Mais l'analyse technique a ses limites de la réalité économique. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas en phase avec la réalité économique, etc. On va pas reparler de ça. Mais si jamais tout s'améliorait au niveau sanitaire, nous allons nous apercevoir qu'il va y avoir des faillites d'entreprises, il va y avoir des difficultés. Bon, d'autres sociétés vont se créer aussi, hein. Vous connaissez aussi mon point de vue sur cette crise économique qui est, à mon avis, incomparable avec les autres crises économiques, puisqu'à la base, il ne s'agit pas d'une crise économique, mais d'une crise sanitaire qui a freiné l'économie quand l'économie allait globalement bien. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Bon, bref, on ne va pas rentrer dans la théorie économique non plus. Donc là, le niveau des 76,40% devrait être atteint, puisqu'une fois qu'on a cassé les fameux 62% après tant de batailles, après 4-5 semaines de bataille, je ne vois pas, sauf un éternuement particulier de Donald Trump ou de je ne sais ce qui pourrait se passer dans le monde, en dehors de phénomènes extraordinaires, je ne vois pas techniquement ce qui pourrait empêcher les prix d'aller chercher les 76,40. Donc peut-être qu'il va y avoir un peu de retracement puisqu'on est sur des niveaux de résistance importants, de moyen terme.
il va peut-être y avoir un retracement, mais à terme, nous devrions aller chercher les 76,40 pour ensuite probablement revenir retracer sur le niveau des 62%, probablement aussi faire du range à nouveau entre ces deux niveaux, jusqu'à ce que ça casse dans un sens ou dans l'autre. Si ça casse le niveau des 76,40, rien ne pourra, à mon avis, sauf situation extraordinaire dans le monde, empêcher que les prix atteignent le niveau de 100% de retracement. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a vu ça, on ne va pas en faire un plat parce qu'on en parle depuis très longtemps, on peut basculer sur des unités de temps inférieures, s'apercevoir que lorsque l'on n'a pas tracé les niveaux de Fibonacci, tout est dans l'Ishimoku. Vous voyez comme chaque plat de l'Ishimoku en extension, ou ici et maintenant, comme le fameux niveau des 50% ici, ou maintenant ici le niveau des 76,40 est matérialisé par des lignes de l'Ishimoku, soit immédiatement au niveau des prix, soit en extension. Là, nous avons des chandeliers de retournement, d'essoufflement, vous voyez, des dojis, des pendus. Là, pour le coup, on peut vraiment parler de pendus. Ici, nous avons ce Marubozu qui reprend, mais malgré ces chandeliers de retournement, étant donné la proximité de la résistance qui est juste au-dessus des 76,40 et qui est d'une logique implacable au niveau des probabilités, mon petit doigt me dit qu'il est fort probable que le marché profite de la moindre occasion pour aller chercher ce niveau avant d'éventuellement retracer. Donc moi, personnellement, étant donné cette configuration globale, technique, je ne m'amuserai pas à vendre les marchés indiciels maintenant. En tout cas, pas avant que le SP500 atteigne les 76,40. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas peut-être retracer à nouveau sur la Tenkan ou voire revenir chercher le 62% avant d'aller chercher les 76,40, mais ça me paraît peu probable. Et comme le trading est que et uniquement que une question de probabilité, la probabilité étant plus élevée qu'on aille chercher rapidement les 76,40 que retracer avant de les avoir atteints sur les niveaux précédents, je ne m'amuserai pas à vendre. Maintenant que j'ai fait cette analyse sur le SP500, si je veux faire de l'intraday, je peux basculer par exemple sur un graphique 1 heure. Et sur un graphique 1 heure, je peux constater que le nuage de l'Ishimoku est à plat et qu'il a twisté. Je peux donc tracer mon range, vous voyez. Et à partir du moment où on tape ici le haut du range, bon, de toute façon, là, c'est pas le moment d'acheter non plus. Maintenant, si on venait à casser en dehors des horaires de statistiques économiques ou de discours de Trump ou de banquier central ou je ne sais quoi encore, en dehors de ces phénomènes-là, si on venait à casser la borne haute de cette dérive latérale, après repli, et même malgré le surachat, je serais relativement tenté d'aller chercher les 76,40 en un coup. Voilà. Ce n'est que mon point de vue, je ne donne pas de conseils en investissement et je ne partage pas de signaux, ce n'est que mon analyse. Une fois qu'on a fait l'analyse du SP500, alors on peut quand même jeter un œil sur le H4 pour s'apercevoir que finalement le H4, vous voyez, c'est quand même assez proche. Alors ça, c'est plus d'actualité, on va le virer. Hein. Vous voyez, c'est quand même assez propre. On est dans une tendance qui conduit les prix du niveau de 50% à 61%. Quand on arrive à 61%, on range un peu, on casse, on se replie sur le niveau là, des 62%. On repart en phase tendancielle comme le montre le nuage. Les prix s'appuient sur la Kijun-sen. Paf, ils atteignent un plus haut ici. Ils se réappuient sur la Kijun-sen. Marubozu passant de ceinture, il range un peu. Vous voyez, la tendance est clairement haussière. Et donc, dans le sens de la tendance, si on vient à casser les derniers plus hauts aussi, hein, théoriquement, en analyse technique, dans une tendance, quand on casse un plus haut, c'est théoriquement un signal d'achat. Ça ne veut pas dire qu'il faut rentrer bille en tête, mais c'est théoriquement un signal d'achat. Encore une fois, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter les prix d'ici au niveau des 76-40%. Bien évidemment, j'insiste sur le fait que ce n'est que mon point de vue et les choses peuvent évidemment se passer autrement, puisque indépendamment de notre analyse et des probabilités, il n'y a jamais de certitude en matière d'analyse technique et donc de trading. Une fois qu'on a vu le SP500, il est relativement simple d'aller voir les autres indices. Pour constater que le Dow Jones doit être dans une configuration totalement similaire, hein, je suis sur futur ici, hein, vous voyez que le Dow Jones est dans une configuration similaire, H4, tendance, H1, dérive latérale, si on casse la dérive latérale, blablabla, semaine, alors là il faudrait tracer les Fibos, on va le faire, pour voir où on en est, je crois qu'il y a un peu de retard. Voilà, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Qu'on le fasse dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, ça n'a que peu d'importance. Pourquoi il me fait ça comme ça? Juste un instant.
Voilà. On vient à peine de casser ici les 61%, on est plus loin des 76,40. Donc, si le SP500 atteint les 76,40 et si le Dow Jones, c'est pareil pour le DAX et pour le CAC sur d'autres niveaux, n'ont pas atteint le niveau des 76,40, malgré que la probabilité d'un point de vue technique veuille qu'on aille chercher les 76,40, si le SP500 est le premier à y arriver et qu'il se replie, les autres indices, le Dow Jones, le DAX et le CAC en particulier, se replieront aussi avant d'aller chercher les 76,40. Ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Mais enfin, techniquement, c'est exactement la même chose comme vous pouvez le constater. Donc, le CAC 40, on va faire le ménage. Le DAX, pardon, veuillez m'excuser. Alors, on peut trader contre la tendance à très court terme. Je vois sur Twitter qu'il y a des personnes, des traders, des personnes connues, etc., qui tradent contre la tendance, des petits mouvements, mais quand même, c'est totalement haussier. Et quels que soient les obstacles, vous voyez le nuage ici de l'Ishimoku, la SSB qui se trouve ici, vous voyez la Chikuspan ici qui est twist ou qui n'est pas twist, parce qu'en range, on s'en contrefiche du twist, le nuage, les prix et la Chikuspan ne se soucient pas de savoir s'il passe par le twist ou à l'intérieur du nuage, par son épaisseur, sa finesse ou son twist, tout ça c'est du pipeau, vous le savez aussi. En range, on va d'une borne à l'autre avec une problématique au niveau de la zone d'équilibre, comme on a pu le constater et qu'on le constate ici. Puis ensuite, en allant d'une borne à l'autre, les prix et Chikuspan ne se soucient pas de savoir par où ils passent. Ils vont d'une borne à l'autre et peu importe. Parfois, ça sera par l'épaisseur du nuage, parfois, ça sera par le twist. C'est le pur hasard et c'est absolument pas quelque chose de remarquable et à utiliser en analyse technique. Donc le DAX, vous pouvez constater que tant que le SP500 progresse, il a beau avoir des obstacles, comme la Chikuspan, ces obstacles ne sont que du beurre puisqu'ils suivent le momentum, pas forcément le pourcentage d'évolution, mais ils suivent le momentum du SP500. Donc si on trace ici les Fibos pour en savoir un petit peu plus, on pourrait imaginer qu'Ishimoku l'a déjà fait ici avec le plat SSB qui se trouve ici. Hein. C'est très probable, mais pour en avoir le cœur net, on prend les plus hauts. Alors, j'ai pas pris l'extrémité de la mèche. Il faut faire attention. Hein, vous voyez, boum. Voilà, c'est la Kijun-sen qui se trouve ici. Vous voyez, la Kijun-sen qui se trouve ici marque parfaitement bien le niveau des 76,40. Et on est dans le même momentum que le SP500. C'est pas compliqué. Donc, si le SP500 casse la résistance actuelle que l'on vient de voir sur le range H1, je vous la remontre pour ceux d'entre vous qui seraient arrivés en retard. On se bascule sur le H1. Vous voyez, si le SP500 casse ici en dehors des stades, des trucs et des machins, probablement que le DAX suivra. Et là, il stagne sous ce niveau. Il stagne sous ce niveau. Probablement que le DAX suivra pour aller chercher aussi des objectifs qui seront atteints au moment où le SP500 atteindra le niveau des 76,40. D'accord? Si le SP500 arrive sur le niveau des 76,40, il peut le casser en force et aller chercher le niveau de 100% de retracement. Hein. Tout est possible avec les marchés foufous que l'on a actuellement. Super haussier. Néanmoins, si le SP500 arrive sur le niveau des 76,40 et qu'au même moment, vous achetez le DAX parce que vous pensez qu'il y a de l'espace pour aller chercher une autre résistance, malgré votre analyse sur le DAX, vous risquez de perdre votre trade parce que si au même moment le SP500 se replie après avoir tapé une résistance, le DAX se repliera aussi, même si vous avez parfaitement bien acheté techniquement. Donc une fois qu'on en a fait ça, on a fait à peu près tous les indices. Et donc on me demandait le CAC 40. Donc on fait le CAC, on va faire le ménage. Le CAC, il accélère tout seul et il reprend un petit peu de son retard. Alors là, vous voyez, nous sommes typiquement dans ce que je viens de dire à l'instant. Regardez le CAC 40, nous avons parfaitement bien ici une superbe résistance qui pourrait être la borne haute de ce probable range si on avait eu au minimum 2 points de contact en haut, 2 points de contact en bas. Regardez, malgré les dojis ici, qui ont fait dire à de nombreuses analystes, attention, on va revenir sur les 4000, etc., malgré tous ces dojis que je vous montre ici, malgré la borne haute du range, malgré la SSB, malgré le fait que Chikuspan ait des obstacles à passer, tant que le SP500 progresse, les autres progressent aussi. C'est pas compliqué. Donc là, nous sommes totalement surachetés. Si je devais acheter en intraday ou en swing trading des indices, évidemment que je n'achèterais pas le CAC 40. Donc ici, nous avons un niveau de résistance néanmoins important. Je suis sur le 4 heures. Je vais faire le ménage ici. Si ça veut bien que je le fasse, le ménage. Voilà. Donc regardez, ici, nous avons la borne basse de ce gap.
Et c'est le niveau que sont en train d'aller chercher les prix actuellement. Donc que ce soit sur le DAX, sur le Dow Jones, sur le CAC 40, ils sont tous sous résistance. Si le SP500 franchit sa résistance actuelle pour aller chercher les 76,40, on aura probablement une petite poussée ici du CAC, plus grande sur le DAX, c'est toujours proportionnel, une petite mèche. Et ce n'est que lorsque le SP500 se repliera, s'il le fait, sous le niveau des 76,40, que nous pourrons ici avoir un repli du CAC 40. Tant que le SP500 progresse, il n'y a pas matière à vendre le CAC 40. En plus court terme, on bascule sur le 1 heure, on revient sur le SP500. Si le SP500, on ne sait pas quand est-ce qu'il va y aller. À un moment donné, la probabilité voudrait, selon moi, qu'il y aille. Encore une fois, je n'ai aucune certitude. Ce n'est qu'une probabilité qui m'apparaît comme étant plus élevée qu'une probabilité baissière. Mais peut-être qu'il ne va pas le faire. Regardez, il est arrivé ici, il n'y est pas allé. Donc si jamais il y a une nouvelle rotation, soit partielle ici à l'équilibre, soit complète en bas du range, à ce moment-là, le CAC 40 se repliera aussi sous sa résistance, mais pas avant. Et si le SP500 casse, alors le CAC 40 ne se repliera pas tant que le SP500 n'ira pas chercher le niveau de 76,40. Telle est mon analyse sur les indices. Je regarde si vous êtes toujours là, je bois une petite gorgée. Et je vais à vos questions sur le marché du Forex. Alors, juste avant, on regarde le Bitcoin pour faire le suivi de ce qu'on a fait mardi dernier. Vous voyez, ça n'a pas bougé. On était où mardi dernier? Lundi 25 mai, mercredi 27 mai, nous étions là. 27 mai, mardi dernier, nous étions ici. Et nous avions remarqué qu'il y avait une résistance ici. Nous avions aussi remarqué que le Bitcoin, là on est sur, il était dans un range global. Nous avions remarqué que dans un range, les prix ont vocation à aller d'une borne à l'autre en suivant un canal, une tendance avec la théorie de dos, avec des plus hauts de plus en plus hauts, et que souvent la tendance s'arrête là où commence la borne d'une dérive latérale, d'un range. Et donc, partant d'ici mardi dernier, se repliant ici sur la borne basse, nous avions établi la probabilité que si les prix recassaient ici la Kijun-sen qui s'entrelaçait sur la borne basse de cette dérive latérale, de cette tendance haussière, la probabilité pour qu'ils retournent chercher à minima ici, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les 9000, les 10 000 points, voire qu'ils aillent au-delà pour aller chercher la dernière résistance ici, qui est la borne haute de la dérive latérale qu'on a sous les yeux, il y en a une autre plus haute, était importante et c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez que l'analyse technique, ça fonctionne aussi très bien si on suit les règles. Voilà pour le Bitcoin. Maintenant, on est sous résistance. Il se pourrait que les prix fassent du range entre ces deux niveaux, c'est-à-dire entre le niveau des 10 000 et le niveau des 9 150, on va dire. Et ce n'est que la cassure des 10 500 points qui ouvre la voie aux 11 640 points. Autrement dit, la borne haute de la grande dérive latérale que l'on peut tracer sur le graphique weekly. Vous voyez comment on suit une tendance, on casse la zone d'équilibre, on se replie sur la zone d'équilibre, on fait une pénétrante au-dessus de la zone d'équilibre. C'est ce que les gens avec qui je discutais récemment n'ont pas compris. Eux ici, ils voient un avalement baissier parce qu'ils considèrent que là, c'est un sommet. C'est pas un sommet, le sommet, il est là. Il est tout en haut. Ici, c'est un repli sur la zone d'équilibre. C'est exactement ce qui s'est passé sur le SP500. Donc, on ne peut pas considérer ça comme un avalement baissier sur sommet. C'est un avalement baissier. Les chandeliers japonais nous donnent l'instant T, la psychologie de masse, une information sur la psycho de masse à un instant T, mais ils ne nous donnent pas d'objectif. Donc, on se replie sur la zone d'équilibre, on refait une pénétrante au niveau de la zone d'équilibre, on pousse jusqu'à la résistance suivante. Et donc là, la logique voudrait que si l'on casse les 10 500 points, on retourne chercher les 11 580, c'est-à-dire la borne haute de cette grande dérive latérale dans laquelle est inscrit le Bitcoin depuis maintenant le 8 avril de l'année dernière. Je vous prie de m'excuser 30 secondes, je reviens tout de suite. 30 secondes, laissez-moi juste 30 secondes.
Excusez-moi, veuillez m'excuser pour cette courte pause. Est-ce que tout le monde est là? Oui, super, excusez-moi. Alors maintenant, sur le Forex. Alors j'ai une question de Jean-Michel. Pourrais-tu m'indiquer, lors de la revue de marché, si analyser un graphique en 100 ou 200 ticks sur une unité de 200, par exemple, cela modifie l'utilisation de l'Ishimoku? Alors j'en sais rien du tout. Je n'affiche jamais les prix en ticks. Jamais, jamais. Donc aucune idée. Mais non, ça ne change pas l'analyse avec Ishimoku, puisque Ishimoku s'adapte à tout. C'est comme de passer de H1 à daily ou de daily à weekly. Enfin, peut-être que je ne suis pas. J'espère que je ne suis pas en train de dire une bêtise. Je n'affiche absolument jamais les prix en ticks. Mais non, à mon avis, ça ne change rien. Thomas nous demande une analyse de l'USD CHF en nous indiquant que selon lui, en journalier, il y a un range avec un doji en croix en formation en fin de journée sur la borne basse du range. Alors, on va aller regarder ça. Il faut que j'ouvre la fenêtre. C'est une étuve dans mon bureau. Excusez-moi encore. Il fait très chaud, très très chaud à Bordeaux. Tant pis pour le bruit. Alors, je ne sais pas ce qui est en train de se passer ici et maintenant sur USD-CHF, si on a eu des stats ou quoi, mais comme vous le constatez, ici, les prix sont en train de bouger fort. Alors, Thomas, je reprends ton analyse. En journalier, en range. Alors, en journalier, tu vois un range. Alors, attends. USD-CHF, on va faire le ménage. USD-CHF, je vais aller très vite. Purée. Alors, ce matin, il n'y avait pas de cotation sur le Forex et ils ont tout récupéré. eBay, c'est très très bien. Donc, attention, parce que le range, il est comme ça. Point haut, point bas. Alors, donc là, comme c'est une baisse excessive, on peut, hein, c'est difficile de fixer le point, voire même un peu plus haut le range. Il est ici. Donc, à l'intérieur de ce range, on a effectivement, tu as raison, une autre boîte, comme ceci. Je ne pense pas que l'on pouvait mettre le support sur ce niveau. Donc, pour en avoir le cœur net, on bascule en H4. Et en H4, ok, d'accord, on avait un support ici, mais enfin, les prix en général, ils vont chercher le dernier point bas. Donc le range, il est bien ici et non pas ici. C'est la raison pour laquelle c'est en train de casser ici. Donc selon moi, on ne pouvait donc pas tenir. Alors après coup, c'est toujours facile. Hein, ça m'est plus facile de le dire maintenant que de le dire hier. Hein. J'aurais pu te donner raison hier parce qu'il faut être honnête, après coup, tout est toujours plus facile. Néanmoins, j'aurais quand même vu ce point bas. Je n'aurais pas pu m'empêcher de voir ce point bas. D'accord? Et nous savons qu'en analyse technique, même si nous avons un support juste ici qui peut provoquer un rebond des prix, il n'en empêche pas moins que le retour sur le support précédent est toujours très probable. Donc ici, la SSB devrait attirer les prix parce que ce que voit le marché, c'est ce niveau. Donc du coup, on ne pouvait pas véritablement tenir compte du support ici. Parce que si on entre avec ce doji ici, on doit toujours se poser la question, quelle est la probabilité de réussite si j'entre ici? Sachant qu'il y a un support juste en dessous, la probabilité de réussite n'est pas très élevée, donc on n'entre pas. Donc je pense que tant que les prix ne reviennent pas chercher la SSB ici, voire le niveau des 0,9523, il n'y a pas véritablement encore matière à entrer en position. Maintenant, si ce chandelier se retourne et que ce soir en clôture, on est de nouveau sur ce niveau de support à 0,9313, cela veut dire que nous aurons eu 2 doji consécutifs. Donc à ce moment-là, effectivement, ton analyse sera tout à fait pertinente, mais pour le moment, c'est un petit peu trop tôt. En tout cas, bravo pour l'analyse. Alors, Steve, le CAC 40, nous venons de le faire. Anas, USD CHF, ben, on dirait que c'est la même question. En daily, on remarque que quand on est dans un range, si on passe en H4, on trouve un autre range, comme tu l'appelles, boîte dans la boîte. Je suis donc entré sur la borne basse du range H4 pour viser la borne haute. Ben, apparemment, c'est la même analyse que Thomas, mais apparemment, il y a, selon moi, erreur dans cette analyse, puisque si j'efface tout, tac, j'efface tout, il faut faire attention. Attendez, parce qu'il y a un monsieur qui vient à ma fenêtre. Un instant, s'il vous plaît. Oui, monsieur? Oui.
Alors c'est sur le parking en bas, de l'autre côté, sur le parking en bas qu'il y a les médecins. Oui, c'est sur le parking de l'autre côté. Voilà. Vous savez tout, vous voyez, c'est la problématique d'ouvrir la fenêtre de mon bureau. Un monsieur qui cherche un médecin. Alors, effectivement, vu comme ça, cela dit, vous savez que au niveau des ranges, si vous avez bien suivi ma formation, il y a quand même un problème parce qu'à partir du moment où la dérive, la borne basse du range ou borne haute du range est cassée ne serait-ce que de quelques pips, il n'y a plus matière à rentrer. Donc là, je fixe à nouveau sur USD CHF. Regardez, je vais me mettre pile poil. Hein. Regardez ici, pile poil sur le niveau de clôture, pile poil sur le niveau de clôture. Et là, vous voyez quoi avec ce chandelier rouge? Vous voyez que le range a été cassé. À partir du moment où le range a été cassé, il a été cassé. Alors peut-être que vous êtes rentré ici sur ce doji, mais à 2 heures du matin, ça m'étonnerait que vous soyez rentré à 2 heures du matin. À 6 heures du matin, c'est aussi prématuré. Donc si vous êtes rentré avec cet avalement ici, c'est pas top parce qu'à partir du moment où un range est cassé, il est cassé. Et cela dit, rien ne vous empêche d'aller visiter l'unité de temps supérieure en allant visiter l'unité de temps supérieure. Étant donné que le plat SSB est ici et qu'il représente le point moyen entre le plus haut et le plus bas, bon là, le plus bas, il est un petit peu excessif, de toute manière, il est là, le range, et non pas là. Et si vous voulez tracer un autre range en tenant compte de ce point bas ici, il faudrait vérifier, mais à partir du moment où vous avez ce support ici, vous ne pouvez pas ne pas en tenir compte, ou la SSB qui est juste en dessous. Donc je peux comprendre que vous soyez rentré en position, mais moi je ne l'aurais pas fait parce qu'au niveau des probabilités, nous n'avions pas une forte probabilité de réussite pour les raisons expliquées. Euro CHF, en daily, on arrive en haut d'un range. Donc là maintenant, on va aller très vite, comme je le disais tout à l'heure. Alors il est où Euro CHF? Euro CHF en daily, on arrive en haut d'un range. Alors là, c'est tout à fait vrai. Il semblerait, il ne veut pas effacer mes trucs aujourd'hui. Bon, il ne veut pas les effacer, on va pas prendre le temps. Hein. Alors, hop, hop, voilà le range. Hein. On tient compte des plus hauts qui sont ici, chandelier. On a fait ici un superbe doji. Donc là, vendre ce doji d'un point de vue analyse technique m'apparaissait comme étant beaucoup plus pertinent que sur USD CHF. Donc je peux tout à fait comprendre à partir du graphique journalier qu'on ait vendu ici ce doji. Maintenant, si on vérifie ce qui se passe sur l'unité de temps immédiatement supérieure, on est quand même en train de commettre une probable faute parce que, encore une fois, vous voyez, je l'ai dessiné avec des flèches, je l'ai marqué ici, à partir du moment où le marché, même si on est en haut d'une borne de range, voit que juste au-dessus, il y a un niveau de résistance extrêmement important que tout le monde voit, qui saute aux yeux, qui se trouve être ici la Kijun-sen à plat, en sachant que cette Kijun-sen à plat représente le niveau de 50% de retracement de Fibonacci, il est imprudent de vendre ici, en sachant que la résistance est juste au-dessus et que la probabilité pour que le marché aille la chercher est forte. Donc c'est un risque à prendre. Personnellement, je ne l'aurais pas pris. Euro GPI, on remarque un twist du nuage en daily, on est pile poil en haut du range daily. Alors, c'est vrai que sur le Forex, en ce moment, on est en range partout. Alors, Euro GPI, on remarque un twist du nuage en daily, absolument. On est pile poil en haut du range daily. Alors ça se discute aussi. On est pile poil en haut du range daily. Moi, à l'œil nu, je regarde où sont les niveaux de support résistance. Paf, je la vois ici, la borne haute du range. D'accord? Donc, on ne l'a pas encore atteinte. Quand on aura atteint ici le niveau des 121, si sur ce niveau des 121 apparaissent des mèches, ce qu'on appelle un soulèvement au-dessus, et éventuellement un chandelier de retournement explicite, à ce moment-là, on pourra envisager de vendre, mais pas avant. Pas avant qu'on atteigne cette borne haute de range. D'accord? Et puis en allant voir sur les unités de temps supérieures ce qui se passe. Euro USD, même chose, twist du nuage et pile poil haut de range avec chandelier de retournement. Ah, alors là, on a le chandelier de retournement. Selon toi, Euro USD, il est où? Là. Euro USD. Alors, j'efface tout ce que j'avais fait. Alors, depuis qu'on a cassé le indice, c'est très haussier.
Le indice était un seuil majeur. Alors là, effectivement, on a un twist ici. La dérive latérale, elle se trouve où selon vous? On prend le point haut qui est ici, hop, elle est probablement là. Ouais. On ne peut pas ne pas tenir compte de ce plus haut, qui a d'ailleurs fait résistance ici, qui a fait résistance ici. Donc tant qu'on n'a pas atteint les 1,1220, il n'y a pas matière à vendre, il y a plutôt des signaux d'achat. Donc du coup, pour aller très vite, comme je vous le disais tout à l'heure, je bascule en H4 pour voir si je ne pourrais pas avoir un signal d'achat. Alors c'est compliqué parce que depuis qu'on a cassé les indices, ça monte en ligne droite. La cassure des indices était un superbe signal. Il n'y a pas à dire, c'était évident, je l'avais déjà dit mardi dernier. On résistait sous le niveau des indices depuis très 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 longtemps. La cassure des indices, elle se passe où la cassure des indices? Elle se passe beaucoup plus bas. Indice 75, le problème c'est qu'on n'a même pas eu de throwback, vous voyez, donc quand il n'y a pas de throwback, c'est compliqué de rentrer en position. Là, c'est complètement suracheté. La probabilité pour qu'on aille chercher les 1,12, 22 est très importante. Allons dire les 1,12 en intraday. Le problème, c'est que c'est très suracheté. Quand c'est très suracheté, c'est compliqué. Si le chandelier actuel la casse la résistance actuellement, il est quelle heure? Il est 10h38. Si à 11h, en clôture horaire, ce niveau des 1,1150 est cassé, la probabilité, mais c'est dangereux parce que c'est très suracheté sur les unités de temps supérieures, la probabilité pour qu'on aille chercher les 1,12 m'apparaît comme étant très importante en intraday. Vous voyez? Donc l'idéal, là, ça serait que d'attendre la clôture horaire, qu'il y a un pullback à minimum sur la Kijun-sen qui va remonter, qui va venir se coucher ici sur le niveau des 1,1151 en M15, et seulement à ce moment-là, éventuellement entrer pour aller chercher les 1,12 en intraday sur l'euro USD. Vous voyez comme quoi ça peut aller vite, hein, une analyse. Alors, je ne vais pas toutes les faire, Anas, pour laisser de la place un petit peu aux autres. Tu nous demandes aussi USD CAD et Euro CAD. Alors USD CAD, tu nous dis, on approche des 1,35, qui sont un support majeur des prix. D'autant plus qu'en hebdo, le nuage va sûrement twister si on arrive au 1,35. Alors, 1,35, bah, ça tombe bien, on est pile poil dessus, hein, à un point près. 1,35, donc si c'est un support majeur, on va se mettre. Alors le problème, c'est qu'encore une fois, c'est effectivement la borne haute de ce gap, mais juste en dessous, il y a les 1,34-34. Alors support majeur, moi je dirais que le support majeur, il est là, hein, à 1,33-46. Si je me mets en mensuel, le support, il était au-dessus. Il était ici au niveau 1,36, il a été éclaté. 1,35, c'est un support, c'est vrai, hein, mais on est passé sous le plat Tenkan ici, on travaille ici, c'est vrai que c'est un support. Mais encore une fois, comme le dit le graphique journalier, les 1,3370 m'apparaissent comme étant fort probables. Donc, parier sur le rebond ici, qui me semble être malgré tout au milieu de nulle part, on voit que le gap ici, il est bien 34-32. C'est probable qu'on ait un rebond pour faire du très court terme sur le niveau des 1,35, pourquoi pas, parce que c'est un chiffre clé. Je regarde le H4, 1,35, mais encore une fois, les 1,3450 m'apparaissent comme étant probables, donc j'attendrai un peu avant de me placer à l'achat. GBP USD, twist du nuage en daily, mais je ne suis pas sûr de la borne haute et basse du range. Alors on va aller regarder. GBP USD en daily. On va faire le ménage. Voilà, bon ça, on va le laisser, ça ne nous gêne pas. Twist du nuage, mais pas vraiment. Et puis une SSB qui se casse la binette. Alors effectivement, il y avait, on va le retrouver en H4, c'est probablement ici une dérive latérale. Donc là, tant que les prix ils sont haussiers, hein, comme toutes les paires contre le dollar, c'est très suracheté. Les prix sont très loin de la Tenkan-sen, donc c'est très suracheté. A priori, on n'achète jamais lorsque les prix sont loin de la Tenkan-sen. Mais la probabilité pour qu'on aille chercher les 1,2628, puis les 1,2774 m'apparaît comme étant très importante. En tout cas, les 1,26. Les 1,26 sont en ligne de mire. On est au-dessus des 1,2535, c'est très important. Donc pareil que pour euro USD, à partir du moment où on a repéré cela, pour de l'intraday, on peut basculer en H1. Alors là, c'est déjà quand même très fortement acheté. Vous voyez, la tendance est magnifique. Il faudrait étudier les replis sur la Kijun-sen avec chandelier de retournement. Si repli sur la Kijun-sen avec chandelier de retournement il y a,
Et si on n'a pas, en allant analyser, ce que je vais ne pas faire maintenant, les unités de temps supérieures, une barrière ici au niveau de l'Ishimoku, une résistance que je n'aurais pas vue sur le chemin des 1,26, tout retour sur la Kijun-sen ici, enfin déjà quand même 1,24,64, ça va vite, hein. Ou toute cassure au niveau des 1,25,60 pourrait conduire à aller chercher quelques points pour aller chercher les 1,26. C'est plus facile à faire visiblement sur l'euro USD. Euro USD, où est-il, où est-il, où est-il? Si en plus je ne vois plus rien, euro USD. Euro USD, vous voyez l'importance d'attendre la clôture horaire, hein. Là ça bataille, il est 10h43, c'est pas fait. Ok, je vais aller voir s'il y a d'autres questions. Alors après on passe sur le marché des actions. Et on me demande AUD Yen, on approche de la borne haute du canal baissier en hebdo. Alors AUD Yen. Alors AUD Yen, attention, hein, tant que les indices décollent, AUD Yen décolle, hein. Très corrélé aux indices. Borne haute du canal, donc on va vérifier ça. Très belle observation. Effectivement, c'est pas faux. On s'en approche. On a le twist. On a la borne haute ici. Et on a dépassé la Kijun mensuelle, me semble-t-il, puisque je l'avais noté ici. Moi, je pense que là, les prix ne vont pas s'arrêter jusqu'au 74. Hein. C'est 74, ils vont y aller. À partir du moment où on arrive sur les 74, effectivement, si chandeliers de retournement apparaissent ici, on peut trader contre la tendance de court terme, dans le sens de la tendance de long terme, un repli éventuellement sur la Kijun-sen. Pourquoi pas? Vérifions en H4. En H4, c'est... Donc, de toute façon, tant qu'on ne va pas taper le canal que tu as évoqué, je ne pense pas qu'on s'arrête. Donc, du coup, on pourrait plutôt trader dans le sens de la tendance actuelle. Vous voyez, par exemple, ici, en clôture horaire. Mais le problème, c'est que c'est tellement suracheté. En clôture horaire, au-dessus des 73,32, les 74 sont engagés. C'est très probable. Un repli sur la Kijun-sen serait plus prudent. Voilà, donc maintenant, on m'a demandé Euro NZD tout à l'heure. Après, je viens à vos questions et puis je vais faire des analyses ultra rapides, comme je vous le disais tout à l'heure, pour clôturer cette revue de marché. Euro NZD. Alors en H1, on peut considérer que nous sommes ici, enfin en H1 ou pas en H1, dans une dérive latérale. On n'a pas vraiment encore tapé le bas, donc tant qu'on n'a pas tapé le bas, c'est compliqué. Puis c'est ultra volatile comme paire. Donc moi, je dis qu'il n'y a pas de matière à acheter tant qu'on ne vient pas chercher ici la borne basse. H4. Donc là, si on tient compte, alors les mèches, on est obligé de remonter notre rectangle comme cela. Donc là, pour le coup, on peut considérer qu'on a tapé la borne basse, puisque ça tient, les mèches sont les chandeliers que l'on voit plein sur le H1. Cet avalement était un signal d'achat. Ce doji était une confirmation du signal d'achat. Maintenant, c'est un peu tard. On ne va pas acheter ici en mettant un stop sous les mèches pour aller chercher à minima la zone d'équilibre. Bien, alors je regarde vos questions et ensuite je passe à l'analyse rapide. Rémi, dans l'euro USD, tu prends un range en fonction d'une résistance assez ancienne et le range daily est cassé par le haut. Alors, j'ai pas compris. Est-il toujours valable alors? Alors, attends. Euro USD, tu me dis. Tu prends un range en fonction d'une résistance assez ancienne. On va se mettre en daily. Le range n'est-il pas cassé par le haut? Ben non, le range, il n'est pas cassé par le haut. Tant qu'on n'a pas tapé la résistance, il n'est pas cassé par le haut. Le range, il faut s'appuyer. Pourquoi s'appuyer ici alors qu'il y a un point de contact? On pourrait s'appuyer ici. On pourrait effectivement s'appuyer ici, là où j'ai marqué la résistance, mais alors pourquoi pas? Pour placer un range, théoriquement, nous, avec l'Ishimoku et le twist du nuage, on peut l'établir avant tout le monde et avant même qu'il y ait eu deux points de contact sur la même ligne. Mais là, franchement, pour trouver deux points de contact sur la même ligne, il faut être fort. Alors, effectivement, ici et maintenant, là où les prix sont en train de taper, mais si on trace notre range comme ça, c'est un petit peu ballot, dans le sens où on ne tient pas compte des résistances qui sont juste au-dessus. Donc, pourquoi ici? Pourquoi pas là?
pourquoi pas là? Vous voyez, c'est très facile de tracer un range. Par exemple, si ici nous avions, admettons, un range, la borne base du range, elle est très facile à taper parce que on voit bien qu'il y a un point de contact, un point de contact. Ici, attention, ça aurait été cassé, un point de contact, point de contact, point de contact. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, à partir du moment où ce n'est pas le cas, la prudence veut qu'à proximité du point le plus haut, on aille tracer notre éventuel range, puisque range, il n'y a que si on arrive à tracer deux points de contact sur la même ligne, notre éventuel range ici. J'aurais même pu faire comme ça, hein, pour être beaucoup plus logique, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, là, on est dans. Voilà. Donc là, on va dire que c'est une résistance intermédiaire, mais la borne haute du range, mais alors là, c'est compliqué parce que avec le crack, là, il y a eu des mouvements tellement violents qu'il est compliqué de tracer correctement les éventuelles bornes d'éventuels ranges qui ne sont pas encore confirmées. Donc, la probabilité pour que les prix aillent chercher ce dernier point haut, parce que le marché, c'est con. Le marché, range ou pas range, ça voit une résistance, ça voit un point haut, et le marché, il voit qu'on n'est pas loin de ce point haut, ça va le chercher. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, à partir de ce principe, euh, le principe de précaution est de tenir compte de cette résistance et on ne va pas vendre ici en sachant qu'il y a une résistance juste au-dessus et que le marché est en concon et qu'en général tout le monde voit la même chose au même moment, toute la masse fait exactement la même chose au même endroit au même moment. On en reparlera mardi prochain, mais la probabilité pour que les prix viennent chercher les 1,12 m'apparaît quand même comme étant très importante. Voilà l'explication que je peux donner. Je ne sais pas si elle est très claire. Bah, tu as compris, me dit Rémi. Merci beaucoup. Ça me rassure. Alors maintenant, je vais prendre toutes les paires, je vais me mettre en H1 et je vais finir là-dessus. Donc, on retient pour le moment qu'on a des opportunités. Selon moi, je ne donne pas de conseils en investissement, je ne partage pas de signaux, je donne mon opinion personnelle qui ne concerne que moi pour mon propre trading à moi. Le SP500, vous voyez, c'est en train de se produire. La cassure ici de cette dérive latérale devrait, selon moi, en dehors de toute période de statistiques, etc., éventuellement après repli, ce serait encore mieux, mais parfois la proximité étant tellement importante, même si là il y a quand même beaucoup de points à prendre, hein, la cassure de cette dérive latérale en clôture H1 voire H4 devrait à terme, pour tout ce que j'ai expliqué par rapport à tout ce que j'ai expliqué en début de webinaire, conduire les prix jusqu'au niveau de 76,40 de retracement de Fibonacci comme on l'a établi depuis maintenant pratiquement plus d'un mois. Donc pour le DAX, si le SP500, bah, vous voyez, vous pouvez le constater en live ici en direct, si le SP500, et vous pouvez me dire le marché SP500 est fermé le matin, donc cette corrélation ne devrait pas avoir lieu, on me l'a déjà expliqué dans tous les sens, quelles qu'en soient les raisons, les arguments, etc. Si le SP500 il pousse à la hausse, les autres ils poussent à la hausse, c'est jamais le contraire. C'est pas la poussée du DAX le matin quand le SP500, quand les Américains dorment encore, c'est pas la poussée du DAX qui provoque la poussée du SP500, c'est le contraire. Et c'est à toute heure et c'est toujours comme ça. Donc le SP500 est en train de franchir sa résistance, comme je vous disais tout à l'heure, regardez au même moment ce que fait le DAX. Donc les gens qui ont vendu ici, il doit y en avoir beaucoup, hein, ils commettent une erreur puisque la proximité de la résistance sur le SP500 est tellement importante que selon moi, ils commettent une erreur de précipitation. Et le CAC 40, bah regardez ce que fait le CAC 40, toujours un petit peu plus lentement, mais tant que le SP500 taquine sa résistance sans l'avoir cassé, bah le CAC fait exactement la même chose. Vous voyez, c'est pas une question d'être pour ou contre, c'est une question d'ouvrir les yeux. Et le DAX, le Dow Jones fait exactement la même chose. Donc nous avons une opportunité sur le SP500, le DAX, etc., etc. Autant choisir le SP500, franchement, je ne comprends pas quand on va chercher des points ou une résistance, pourquoi on choisit le DAX ou le CAC plutôt que le SP500. Mais ça, c'est encore une autre chose. Nous avons vu que nous avions une opportunité intraday sur l'euro USD. C'est-à-dire que si l'euro USD casse ici en 1,1150, selon moi, malgré le surachat qui pourrait remettre en question ce que je suis en train de penser pour moi-même, selon moi, après repli, la probabilité d'aller chercher les 1,12 m'apparaît comme étant importante. Si on bascule sur du 15 minutes, on ne va pas rentrer avec un tel surachat, même en clôture dans 10 minutes, il faut attendre un throwback. Hein. Et si le throwback, soit sur la Kijun-sen, soit sur la ligne de résistance ici, nous offre des chandeliers de retournement, c'est peut-être pas complètement stupide que j'envisage d'y aller. Donc ça fait quand même pas mal d'opportunités pour une même journée, et j'espère qu'elles vont se produire. Donc je vais faire USD GPI. USD GPI, je suis en 15 minutes, donc je reste en 15 minutes. En 15 minutes, j'observe quoi? J'observe que le nuage est totalement à l'horizontale, qu'il twiste sans arrêt. Cela veut dire qu'il y a forcément
un marché qui n'est pas en tendance, qui n'est pas tendanciel. Donc, s'il n'est pas tendanciel, il est en consolidation, soit dans un triangle, soit dans un rectangle. Donc, je prends mon plus haut ici, toujours pareil, parce que je dois observer le plus haut, je prends le plus bas, je trace mon range. Et je m'aperçois qu'en étant parti du bas ici, la probabilité maintenant pour que l'USD Yen aille chercher sa résistance est relativement importante. Mais bon, je ne trouve pas que ce soit qu'il y ait matière comme on ne fait pas 18 trades par jour en intraday, il est ridicule d'ouvrir une position euro-USD, une position SP500, une position USD-Yen. On en choisit une et c'est déjà pas mal. Et si on en a 3-4 comme ça dans la semaine, c'est énorme. On ne peut pas tout trader, donc on choisit les meilleurs. Et ici, l'opportunité ne m'apparaît pas comme étant meilleure que ce que j'ai vu sur les autres paires que l'on vient d'analyser de suite. Et là, on s'aperçoit que finalement, tout est à l'intérieur de ce grand rectangle, que c'est tout de même moins intéressant d'entrer dans cette configuration que d'entrer dans la configuration des autres paires, donc je laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. USD-CHF, on l'a fait. USD-CAD, je suis sur du 1 heure, donc USD-CAD, on l'a dit. La probabilité d'aller chercher le support, je ne sais pas où, qu'on a établi tout à l'heure ensemble, je crois, sous les 1,35 est important, même si 1,35 est un niveau de support important pour les raisons que l'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire les supports forts qu'il y a juste en dessous. Je ne m'aviserai pas à rentrer ici et maintenant tout de suite à l'achat sur l'USD-CAD, bien que nous soyons en surachat, bien que la Tenkan-sen soit très éloignée de la Kijun-sen et que la probabilité d'un rebond, ne serait-ce que de court terme, peut-être à mettre à profit sur du 5 minutes. Sur du 5 minutes, si on voit des chandeliers de retournement apparaître explicites, mais là, on ne peut pas dire que ce soit vraiment explicite. Vous voyez, il y a eu une tentative ici. J'attendrai qu'on aille chercher un minimum les 1,3450. NZD, USD, on va basculer sur du 1 heure. NZD, USD sur du 1 heure, la tendance est haussière. Alors la tendance, elle est haussière pour aller où? Et en même temps, les prix sont actuellement ici sous résistance. Donc pour le savoir, je bascule sur l'unité de temps immédiatement supérieure. Le H4, je n'ai pas suffisamment d'informations, sauf à dézoomer mon graphique et à ne plus rien y voir. Donc je bascule de nouveau sur bon, les fibos sont tracés à l'envers, mais c'est exactement la même chose. Donc, on a passé ici le niveau des 76,40 et non pas des 66. Donc, la probabilité pour qu'on aille chercher les 100% est importante. Mais je constate ici que j'ai une SSB en extension très importante qui a déjà joué un niveau de résistance majeur pour le coup ici. Donc, je trace sur ce niveau sur mon graphique. Je reviens sur le H1 et donc, j'ai la possibilité, pourquoi pas, de trader sur une unité de temps très courte entre 0,63 et 0,6335. Sauf que ce n'est pas pertinent puisque 0,63 étant un chiffre rond, le marché observant les chiffres ronds, c'est peut-être un petit peu jouer avec le feu pour aller chercher à peine 30 points sous un niveau de résistance que l'on a vu ici. Je vais privilégier encore une fois mes opportunités sur les actifs que l'on a étudiés précédemment. NZD GPI, même combat. NZD GPI, je vois qu'il est en train d'essayer de casser la résistance ici pour aller où, je ne sais pas. Donc, je bascule sur du H4. H4, je n'ai pas suffisamment d'informations, donc je bascule sur du daily et là, je trouve l'information. L'information me dit que juste au-dessus, ici, je dois tenir compte. Si j'arrive à déplacer la ligne, ça m'énerve aujourd'hui, ça bug un peu. Donc, vous voyez, j'ai un niveau de résistance juste au-dessus ici des prix qui est important, qui correspond qui plus est à des niveaux de SSB ici, donc il y a trop peu d'espace. Je suis sans doute arrivé au bout de cette tendance. D'ailleurs, ici, nous pourrions tracer, donc là, plutôt des signaux de vente contre la tendance du mouvement actuel pour aller chercher des niveaux de repli. Donc ici et maintenant, je privilégie toujours les actifs que je suis en train de suivre, donc ça ne m'intéresse pas. On ne va pas faire tous les NZD, donc on va faire GBP, GPI par exemple. GBP, GPI, bon, je suis sur du daily, donc je reste sur du daily. Et que me dit le daily? Le daily me dit que je devrais plutôt faire ça, maintenant que les prix, et tenir compte ici, vous voyez, de la mèche ici et des plus hauts, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc, je peux aligner mes prix sur le niveau de résistance actuel. Je peux basculer à partir de là sur du H4. Rien ne m'empêche d'aller voir sur weekly ou sur mensuel s'il n'y aurait pas un niveau qui m'empêcherait d'atteindre mon objectif. Et si et uniquement si les prix venaient à casser ce niveau que je viens de tracer de résistance actuelle au niveau des 135, nous pourrions aller chercher les 136, autrement dit 100 pips.
Ceci dit, il faut faire attention parce que c'est une paire qui mèche beaucoup. Il faut, à mon avis, laisser casser en H4 et seulement et uniquement si ça casse en H4 pour ne pas vivre ce qu'ont vécu les gens ici qui ont acheté quand la mèche a dépassé, si et uniquement si ça casse en H4 et après repli, y aller. Mais vu le surachat extrême, c'est quand même très imprudent. Qu'est-ce que je peux aller regarder? Euro GBP, je déteste cette paire. Eurocad, alors j'aime pas le pétrole, mais on va faire AUD-CAD, tiens. AUD-CAD, donc on a cassé ici un niveau. Voilà, on a cassé un niveau, donc on est toujours dans une tendance haussière, ça monte depuis un bout de temps. Si on casse les 0,9264, où pouvons-nous aller? Je suis sur du H4, je bascule sur du daily. Sur du daily, je vois que nous sommes sur un niveau pour le coup de résistance majeure, hein, un alignement de SSB, alignement de Kijun avec des niveaux de prix. Donc si ce niveau casse, pour en savoir un petit peu plus, je peux aller regarder un graphique hebdomadaire et sur le graphique hebdomadaire, je trouve mon niveau de résistance ici, ici. Donc je rebascule maintenant sur mon H4, l'unité de temps précédente. Et je constate que tant que les prix ne passent pas au-dessus des 0,9274, c'est pas évident. Néanmoins, je peux peut-être trader à plus court terme entre les niveaux actuels et les résistances les plus proches, si j'ai de l'espace. Vous voyez, les niveaux de l'Ishimoku sont parfaitement bien respectés. Donc si les prix avec ce magnifique Marubozu voulaient bien casser le niveau des 0,9240, je peux, à mon avis, aller chercher le niveau des 0,9258. Mais enfin, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, à moins de le faire en 5 minutes ou en 15 minutes, je privilégie toujours ce que j'ai vu précédemment. On va faire Euro AUD. Euro AUD tombe. Donc on va basculer sur un graphique hebdomadaire. On va enlever ce que j'avais dessiné ici précédemment pour constater que nous sommes ici sur un niveau de support pour le coup important parce que c'est le niveau de Kijun-sen et juste en dessous ce niveau de SSB. C'est très 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 survendu. Donc encore une fois, c'est pas évident. Et les prix sont très survendus, donc attention. En cassure horaire, bah là maintenant tout de suite, si ça casse ici, théoriquement, je peux aller chercher le niveau des 1,62 qui est juste en dessous. 1,6245, pardon. Mais le faire lorsque les prix sont complètement survendus ici est très imprudent. Donc j'ai plutôt tendance, j'ai plutôt intérêt à laisser casser, à attendre le pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre, notamment sur les unités de temps encore inférieures ou sur ce niveau des 1,63. Et seulement à ce moment-là, si apparaissent des chandeliers de retournement, éventuellement entrer pour aller chercher les 1,6250. Tout ça dans un contexte de survente extrêmement important. Je bascule sur du 15 minutes. Et sur le 15 minutes, si la Kijun-sen veut bien descendre ici, c'est probablement sur ce niveau. J'essaie de voir si je peux tracer une ligne de tendance. Ouais. C'est probablement sur ces niveaux. Si les prix reviennent chercher ces niveaux et recassent à nouveau sous les 1,6334, là, le support actuel, alors j'ai théoriquement mon signal de vente pour aller chercher le niveau juste en dessous ou des niveaux intermédiaires. Et comme il est 11h pile, on va aller voir ce qu'a fait l'euro USD, ce qu'a fait le SP500. Wow, boum. Vous voyez ce que je vous avais dit. Alors espérons qu'il nous offre l'opportunité d'y rentrer. Donc il a cassé en force en clôture 1 heure. Hein. Vous voyez, donc on ne s'était pas trompé dans notre analyse. C'est intéressant parce que pour une fois, il se passe des choses. En live, d'habitude, ça ne bouge pas. Et là, il se passe des choses. Donc on a bien ce passant de ceinture qui plus est avec beaucoup de volume, hein, qui a cassé ici en force. Donc les 1,12 sont engagés. On n'est plus très loin. Maintenant, est-ce qu'ils vont y aller avec ou sans nous? On ne sait pas. On n'entre pas dans une configuration de surachat comme ça. Nous sommes condamnés, si nous sommes des traders prudents, si nous sommes des traders casino, on peut y aller. Mais si nous sommes des traders prudents, nous sommes condamnés à attendre un throwback sur le niveau des 1,1150 à minima, voire sur la Kijun-sen ici, et seulement à ce moment-là, peut-être aller chercher les 1,12. En tout cas, le signal est donné. Ça n'engage que moi, je ne donne pas de conseils, je ne partage pas de signaux. Et nous avions aussi le SP500. Le SP500 en 1 heure, on va aller regarder, c'est cassé, mais enfin c'est moins franc que pour l'euro USD. Cela dit, c'est cassé. Néanmoins, si l'on observe, c'est cassé loin de la Tenkan-sen, donc ça il faut s'en méfier aussi. Hein. Les cassures loin de la Tenkan-sen sont compliquées. Nous avons ici un doji d'hésitation. Le surachat est extrême. Rentrer maintenant serait imprudent. Il faut attendre un throwback profond, peut-être beaucoup plus profond, pour résorber le surachat.
attendre à nouveau que les prix reviennent casser ici les 3063,75 et seulement à ce moment-là, nous pourrions envisager d'aller chercher le niveau de 76,40 de Fibonacci. Donc, si le SP500 a cassé, la probabilité pour que ce soit le cas sur le Dow Jones, sur le DAX, sur le CAC, comme je vous le disais précédemment, et même s'ils étaient sous résistance, est forte. C'est ce que nous allons vérifier. On regarde le DAX et on s'aperçoit que le DAX a cassé. Ici et maintenant, le SP500 hésite, le DAX hésite. Le CAC 40, le CAC 40, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Vous voyez, il a essayé de casser, mais il n'a pas cassé. Puis comme maintenant le SP500 hésite, il hésite aussi. Le Dow Jones, bon, la résistance, elle était là, elle a cassé en force et il part chercher aussi les niveaux. Mais attention, les chandeliers de retournement ici nous expriment bien le fait qu'il faut attendre un throwback puisque nous sommes très surachetés et que si l'on entre maintenant, nous pourrions perdre notre trade rien qu'avec le throwback. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Est-ce qu'on avait une opportunité ailleurs? Je vérifie. NZD-JPI en 15 minutes, on avait dit si ça casse ici les 67,82, nous pourrions aller chercher les 68, mais enfin on est à 10 points des 68, donc on ne va pas s'emmerder. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? USD-CHF. USD-CHF, on a dit qu'il irait chercher des points plus bas, mais je ne me rappelle plus ce qu'on a dit, donc on va voir ailleurs. NZD-JPI, exactement la même chose. Si ça casse, la probabilité d'aller chercher la résistance est importante. Mais enfin, c'est suracheté, il n'y a pas beaucoup d'espace. Bon, ben voilà, voilà comment faire des analyses de court terme, intraday, swing, etc., en allant très vite et en regardant les graphiques en un clin d'œil. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a intéressé. C'était sympathique d'avoir des signaux qui se produisent devant nos yeux. Maintenant, l'analyste, lui, c'est facile pour lui de dire ça casse ici, on va aller là. Tout le travail qui est le plus compliqué maintenant pour nous traders, c'est rentrer avec le bon timing. Donc, je clôturerai là-dessus. Si on reprend par exemple l'euro USD, il ne veut pas nous laisser de throwback pour rentrer. Il va y aller sans nous, le vilain. Et ça fait partie du jeu. Il ne faut pas avoir de regrets. Il ne faut pas avoir de regrets. On n'entre pas en surachat. Donc, il ne faut pas avoir de regrets s'il y va sans nous. 15, si on se met sur du 5 minutes, voilà, le repli ici serait idéal. Ah bah, évidemment, s'il a tapé les 1,12, c'est trop tard. Il n'y a plus de repli qui tienne. Voilà, je vous souhaite une excellente matinée, une très belle journée ensoleillée. Je vous retrouve pour ceux qui le veulent bien à 11h30 pour la revue de marché action. On verra comme il était possible ces dernières semaines d'entrer pour du long terme. J'espère que ce n'est pas trop tard. Il y a des gens qui, à mon avis, ont trop attendu pour rentrer en imaginant qu'il y allait y avoir une seconde vague ou je ne sais quoi. Je ne sais pas s'il y aura d'autres opportunités. Moi, j'en ai saisi plusieurs. On verra s'il y en a d'autres à se mettre sous la dent et ce qu'il est aussi possible de faire en swing trading. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour votre gentillesse, votre attention, la pertinence de vos questions et votre fidélité à ce webinaire. Bye bye.